un des ministres des Postes avait dit que le téléphone c'était un gadget qui servait juste aux femmes à appeler leurs amants. Hein, c'est quand même gratiné, hein, et ça c'est dans les années 60 que ça a été dit. Hein. Et les Américains d'ailleurs rigolaient beaucoup, ils disaient oh, quand on vient en France on voit comment ils considèrent le téléphone, on va dans un restaurant, il est toujours en bas à côté des toilettes. Il faut aller au sous-sol à côté des toilettes, c'est là qu'on trouve le téléphone. Donc, ce qui montrait bien quand même, je veux dire, on n'imaginait pas du tout que le radome, enfin que le téléphone allait prendre une expansion aussi importante, mais le téléphone transatlantique surtout, quoi, qui était quand même un truc. Bon. arrive au premier. Oui, il a gagné. Nous sommes plus des enfants. Qui s'en occupe? Je parle pour de Elle est sortie. Hier, j'étais bête et méchant. Elle est partie ce matin, je suppose. Hélène est contente. Un jour prochain, des réalisations sûrement. De grandes inventions, sans doute, viendront de cette annexe du Centre national d'études et télécommunications que nous commençons à créer aujourd'hui. Je suis particulièrement heureux que l'occasion m'ait été offerte d'apporter à la Bretagne la possibilité d'une telle évolution. Voici Lannion. Lannion fait partie d'un pays historique qui s'appelle le Trégor. Le Trégor fait environ 40 km sur 50. Il englobe Lannion, Tréguier, Guingamp et la moitié ouest de Morlaix. Eh bien, figurez-vous que Lannion et le Trégor vont faire partie d'une aventure humaine exceptionnelle. C'était une ville en osmose avec la campagne. On parlait pas mal le breton à Lannion. Les gens comprenaient le breton. On n'avait pas l'impression d'être, évidemment, dans une grande agglomération. On y arrivait tout de suite. Venant de la campagne, il n'y avait pas d'intermédiaire, de césure entre la campagne et la ville. On passait immédiatement des champs aux maisons. Il ne faut pas oublier le marché de Lannion, quand même, hein, qui est un moment très fort de la semaine, où nous allions, moi aussi, j'allais avec mes parents vendre mes petits cochons. C'était un rendez-vous obligé pour ce qui concerne le commerce et les échanges surtout de bétail, du beurre aussi, hein, attention, n'oublions pas le beurre, tout ce qui est produit en campagne, les œufs, etc. Donc, c'était un moment, et d'ailleurs, il y avait, les femmes de la ville ne se gênaient pas pour mettre le doigt sur la mode de beurre, pour savoir si la mode de beurre leur convenait, si elle était assez salée ou trop salée, etc. Donc elles étaient là, et puis elles passaient à une autre mode, et puis elles goûtaient. Les cultivatrices, les paysannes acceptaient ça, hein, elles acceptaient. Survient la Seconde Guerre mondiale. Rapidement, les blindés allemands enfoncent les défenses françaises et envahissent la Bretagne. Le 20 juin 1940, le Trégor est sous occupation allemande. Il faudra 4 années de crise, d'occupation, de rationnement et de résistance pour que les troupes alliées libèrent la France et 5 ans pour mettre fin à la guerre. On voit sur ces photos des groupes de résistants du Trégor qui ont participé à sa libération aux côtés de troupes alliées en août 1944. Ces photos représentent des sections qui font partie de compagnies FFI trégoroises. Après la guerre, la plupart retournent à la vie civile.
vient le temps du retour des prisonniers, de la remise en état des routes, des ponts, des grandes villes. Puis, l'économie bretonne connaît un fort ralentissement. Si des commerces bretons fleurissent autour de Montparnasse, ici, en revanche, tout est à relancer. Les jeunes émigrent en masse. Et puis Lannion n'était pas industriel du tout. Et quand en 58, j'étais avec Pierre Bourdelès, le député, qui me présente Marsin. Et nous sommes partis faire un tour à Perros. Et c'était au mois de juin. Et dans la soirée, Marsin commence à me dire ah oui, puis vous savez, à Paris, il était directeur du CNET, déjà à Paris, directeur d'ici les Moulineaux. On savait la lutte qu'il y avait entre Grenoble et les autres villes de France pour obtenir la décentralisation ou la déconcentration, comme on disait à l'époque, du CNET et de tout ce qui était industriel à Paris. Et Marsin me dit oh, puis écoute, ce ne sera pas Grenoble, ce sera Lannion. Et puis en partant, Marsin, avec son franc-parler, me dit écoute, tu la fermes, tu ne dis rien, je te téléphonerai de Paris. L'expansion du Centre national d'études des télécommunications, le CNET, est rapide. Cette rapidité est exigée par le développement de la technique des télécommunications. Et par télécommunication, il faut entendre non seulement le téléphone, le télégraphe, la télévision, mais même le radioguidage, la télécommande, les engins et l'espace. Ce développement est limité à Paris, comme tout est limité dans Paris. C'est pourquoi nous avons décidé de nous décentraliser vers la Bretagne, vers Lannion. Fin octobre, Marsin me téléphone de Paris en me disant « Tu peux y aller ». Ma page était prête, moi. Décentralisation, ce ne sera pas Grenoble, Lyon, ce sera Lannion. Et puis Marsin a tenu parole, et tout est parti de là, la volonté de Marsin, depuis 57-58, pour implanter le CNET à Lannion. Le Centre national d'études des télécommunications groupe actuellement un effectif de 2500 personnes, dont 2 tiers sont des techniciens, des ingénieurs, des savants. Les laboratoires d'études et d'application sont répartis à Issy-les-Moulineaux, à Bagneux, à Palaiseau et maintenant en province, en Bretagne. C'est tout simple, c'est le fait d'un homme qui était né à Lannion, qui était intelligent, qui avait grimpé les échelons, qui savait se faire écouter grâce à son punch, à son tempérament, un tempérament pas toujours commode d'ailleurs. Il était à la fois instruit, exerçant de hautes responsabilités, directeur général des télécoms, etc. Ses parents étaient marchands de matériel agricole à Lannion, là où il a sa statue actuellement. Il avait la langue verte, il en faisait usage constamment, à telle enseigne qu'il était pratiquement impossible de l'interviewer. Il était comme ça, à double facette. Monsieur le Président, nous l'avons vu, le CNET ne peut plus se développer dans la région parisienne. Il doit donc chercher une deuxième implantation en province. Et voici pourquoi, moi je vous propose la Bretagne, en particulier la région de Lannion. C'est d'abord que c'est une région qu'il faut absolument industrialiser si on ne veut pas qu'elle meure. Et le CNET servira de moteur à une décentralisation industrielle plus vaste. Ensuite, la main-d'œuvre y est abondante et excellente. J'ajoute qu'il n'y a pas de pollution atmosphérique, ni radioélectrique, et ça, c'est très important pour nos travaux. Enfin, puisque c'est mon pays, je peux bien vous dire que le site est extrêmement agréable, aussi bien pour les chercheurs à venir que pour les familles, et ceci est très important, surtout par rapport à la région parisienne. Il avait une certaine façon de s'imposer, d'imposer ses vues. Il a su, et là, De Gaulle aussi a joué sans doute un rôle important, a su lui faire confiance, quoi. Il l'a donc un peu envoûté, mais pas ici, à Paris, dans le cercle parisien. Et c'est donc grâce à ça que Lannion a connu un autre destin.
voir les prodromes de ce Centre national des études des télécommunications, qui est certainement, ou qui va être, chez vous, une des plus belles choses du monde, et qui va certainement transformer sensiblement la figure et la nature de votre ville et de votre région. Bien sûr, vous gardez et vous garderez vos traditions, mais vous êtes ouvert au changement, comme la France d'aujourd'hui l'est tout entière. La Bretagne est essentielle à la France. Pour faire admettre quand même à des gens qui étaient installés dans la région parisienne de venir habiter Lannion, ses environs, le Trégor, la côte de Granit, bon, ben, il fallait faire miroiter que ça présentait une qualité de vie aussi qu'on n'avait pas forcément dans la région parisienne. Donc ben, la mer, les plages, la campagne. Mais il ne fallait pas non plus couper complètement les ponts avec les habitudes qu'un certain nombre de ces gens-là et leurs familles avaient de fréquenter la ville, la grande ville. Et c'est pourquoi Marzin et son équipe mettaient à la disposition des gens du GNET, comme on les appelait, un avion. Dès ce moment-là, ils ont créé à leur usage propre une ligne en quelque sorte aérienne qui permettait à ceux qui le souhaitaient d'aller de temps en temps assez fréquemment passer un week-end dans la région parisienne. Lorsque la question de la décentralisation du GNET s'est posée, il y avait en concurrence, donc avec Lannion, Grenoble, qui n'était pas rien. Il est certain que Pleven a été d'un grand poids pour appuyer Marzin. Pleven, il était aussi, vous vous en souvenez, le président du CELIB, hein, le comité de liaison des intérêts bretons, et qui œuvrait donc pour l'industrialisation, pour l'activation, disons, de l'économie régionale. Hein. Les temps changent. Plutôt riche tant qu'on y produisait du lin, le Trégor connaît une grande crise dans les années 50. Les personnalités locales ont bien conscience du problème. Elles organisent une grande réunion publique sur le thème de « Lannion va-t-il mourir ?», sur l'initiative d'un prêtre, enseignant et géographe, Pierre Bourdelle. Il y avait des activités culturelles, puisque moi c'est un domaine qui m'intéressait, et quand je suis arrivé, je trouve qu'il y avait quand même, il se passait des choses, parce que les notables du coin, je mets les notables entre guillemets, mais enfin je veux dire, le pharmacien, tu vois, des gens comme ça, le percepteur, participaient à des choses, avaient créé des choses, donc il existait des choses. Il y avait les JMF qui venaient ici régulièrement, il y avait la Comédie de l'Ouest qui venait plusieurs fois par an aussi, tu avais 2 cinémas, le familial et celui d'en bas qui s'appelait le Français. Et donc, bon, il y avait quand même des choses. Mais enfin, c'était quand même petite ville qui vivotait un petit peu, quoi. Lannion, dans le département des Côtes-du-Nord, comme la plupart des villes de Bretagne, est profondément marquée par le passé. Paisiblement couchée dans le creux de la vallée du Léguer, elle paraît sommeiller. Et pourtant, quelque chose a changé. Des blocs de construction moderne s'élèvent çà et là, entre les toits de vieilles ardoises. Non loin des mégalithes et des vieux calvaires, des industries nouvelles ont grandi autour d'un centre de recherche, unité décentralisée du Centre national d'études des télécommunications, le CNET. Lannion bougeait, c'était incroyable. Oh, il fallait construire des immeubles, il fallait loger les gens, bien entendu. On a construit je ne sais pas combien de milliers de logements, là, en peu de temps. Il a fallu, sur la ZUP, là, il y avait dans les 600 hectares, je crois, sur la ZUP, on avait construit des maisons, il fallait bien pour ces gens qui habitaient, mais ils n'avaient ni téléphone, ni cinéma, bien entendu, ni moyen de locomotion, enfin, c'était la zone, quoi. C'était la zone complète, et ils étaient obligés des commerces. Ils étaient obligés de descendre à Lannion pour faire leur commerce. La ville de Lannion était concentrée dans le bas de la vallée. Lannion s'est étendu tout autour. Il a fallu créer des zones à urbaniser, ce qu'on appelait la ZUP, la ZAC, les zones à urbaniser en priorité. J'étais fatigué
d'écrire toujours zup, zup, zup. Un jour, intérieurement, je me suis mis en colère. Je ne vais plus écrire zup. Alors, je cherchais un mot. Moi, je suis breton, mais non bretonnant, de la région de Saint-Brieuc. Et je me dis, tiens, mais si je mettais Caire, c'est le village, Huel, la ville d'en haut, Caire, Huel. Alors, pour avoir la conscience tranquille, j'ai été trouver Modeste Glandour, qui était le plus grand poète breton qui vivait, qui était recteur de Louannec. Alors je dis à Modeste Glandour, qu'est-ce que vous pensez, au lieu de mettre la ZUP, ceci, la ZAC, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le Kéruel? Oh, tu peux y aller, personne ne te contredira, ce sera bien. Et le lendemain, comme par hasard, il y avait conseiller municipal à Lannion, ils ont vu l'article, au lieu de Kéruel, au lieu de mettre ZAC, mettez Kéruel. Ils ont voté à l'unanimité, et depuis on appelle le quartier Kéruel. Donc Lannion s'est étendu de chaque côté. La rivière, les plateaux, si bien que la circulation en ville est assez délicate, d'où le problème qui est encore actuellement, d'ailleurs, de discussion des routes pour traverser Lannion. Je pars pour des enfants. J'ai quelques images qui me reviennent très fortes, hein, parce que c'était extrêmement impressionnant. Alors, la première image qui était juste avant, vous imaginez 2 enfants de 4 ans et 7 ans, mon frère et moi, en train de courir dans les champs de la ferme familiale. Voilà. Quelques mois plus tard, on voit arriver des bulldozers et des scrappers gigantesques, commencer à nous virer tous les talus et à gratter toute la terre, donc d'une partie de la ferme, pas toute la ferme, mais une partie de la ferme, la petite moitié de la ferme, et en faire des collines de terre. Alors nous, on était bouche bée, quoi. Effrayés même, à la limite, c'était tellement énorme, quoi. Et tout de suite après, dans la foulée, on a vu les premiers murs sortir de terre et des bâtiments qui, là aussi, étaient gigantesques pour nous. C'était les premiers bâtiments de ce qu'on appelait la ZUP, sortir de terre. Donc tout ça, c'était 62, 63. Donc, enfin, on était stupéfiés. Et donc, la troisième image, qui est la suite logique de ces deux-là, c'est de voir mes parents la tête entre les mains, à se poser la question, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Et donc papa qui envisageait à ce moment-là d'aller voir à la ville de Lannion s'il était possible de trouver du travail, puisque la ferme, qui n'était déjà pas très grande, elle était, disons, de l'ordre de 12 hectares, et était passée à 7. Donc elle était clairement plus viable. Et donc finalement, les choses se sont plutôt bien passées pour papa, puisque lui, c'était quand même foncièrement un paysan, c'est qu'il a trouvé des terres qui sont celles qui sont juste à côté très peu de temps après, qui lui a permis de retrouver une surface à peu près équivalente et donc de poursuivre l'activité. Lannion est très petite en territoire. En 1961, pour pouvoir construire la zone industrielle et la ZUP de Kéruel sur une même commune et non 3, les maires, les députés et le conseiller général suggèrent une fusion de Lannion. Parmi les 4 communes rurales voisines, 4 conseils municipaux votent favorablement. Le 4e, celui de Brélévenez, organise un référendum communal qui donne 80% de oui. Lannion faisait moins de 400 hectares. Le Grand Lannion en fera 4000. La population va passer de 9 000 à 17 000. Hein, de 9 000 à 17 000 entre 61 et 77. Donc on était à 3 ou 4, avec 7, 8, 9 bovins. On sortait de la ferme, on passait devant un nouveau truc qui venait de sortir de terre et qui là aussi nous semblait être d'ordre quasiment extraterrestre. Hein. C'était la station météo spatiale, avec des antennes et tout ça. Alors nous on passait avec nos vaches à côté de tout ça. On traversait tranquillos la piste de l'aéroport à une vache. Et on arrivait dans la ferme des grands-parents qui étaient juste de l'autre côté. À vol d'oiseau, c'était 800 mètres. C'était rien du tout.
Donc on avait l'impression d'être sur Terre et sur Mars à la fois. Enfin, c'était complètement surréaliste, quoi. Toujours dans cette même période, c'était, alors je ne sais plus, 66 ou 7, hein, donc, où là, purement et simplement, les bâtiments des grands-parents ont été rasés, la ferme a été rasée, donc ils avaient été expropriés. Et donc là, il y avait des nouvelles usines qui arrivaient à l'époque, je ne sais plus, TRT, avant Alcatel, je ne sais plus comment ça s'appelait, la SAT et tout un tas de trucs. Et donc, toutes ces usines-là, elles sont sur les terres de mes grands-parents aujourd'hui, entre autres, pas que, mais entre autres, toute la ferme des grands-parents est passée en dessous de ces usines-là. Ça a été toute la phase entre 62 et 67. Il y a eu 5 années, là, c'était juste hallucinant. Une sphère de 50 cm de diamètre revêtue de 3600 cellules photoélectriques destinées à capter l'énergie solaire, c'est le satellite Telstar, dont les 77 kilos ont été à Cap Canaveral confiés à une fusée Thor Delta. Ce lancement allait ouvrir la voie de la télévision mondiale, la Mondiovision. Sous la sphère de matière plastique de 50 mètres de rayon, une énorme oreille métallique de 340 tonnes pivotait pour recevoir ces émissions. Quand le radome a été construit, le constructeur Coignet était ennuyé par le manque de matières premières sur place. Le directeur Giroux m'avait dit il faudrait construire une carrière à Lannion. C'est pourquoi j'ai demandé à un carrier de Saint-Brieuc de venir s'installer à Lannion. Il m'a aidé à construire une carrière au Moulin-le-Duc. Le chantier fonctionnait à plein, c'était le béton qui fonctionnait nuit et jour. C'était des travaux considérables qui étaient mis en activité dans ce petit pays de Pleumeur-Baudou. Et ce qui inquiétait même assez souvent les gens de Pleumeur-Baudou, c'était de voir l'importance de ce chantier gardé nuit et jour par des gendarmes et sur lesquels on leur donnait relativement peu d'explications. Lorsqu'on regarde au mois de juin l'état de construction de l'antenne, sachant qu'on était à 1 mois du lancement du satellite, on peut quand même craindre un échec. Et bien sûr, certaines personnes disaient on peut espérer que le lancement du satellite sera retardé. Et puis les plus pessimistes disent on peut aussi espérer un échec dans le lancement du satellite. Et malgré tout, on a continué à penser que le satellite serait bien lancé le mois de juillet et les travaux se sont poursuivis d'une façon intensive. Et l'antenne a été montée en 9 mois, en travaillant nuit et jour, absolument d'une façon incroyable. Donc cette antenne s'est mise à fonctionner, si je peux dire, d'une façon mécanique le 7 juillet, alors qu'on savait que le satellite serait lancé le 10 juillet. Alors là, tout d'un coup, on voit des militaires débarquer tout au long de la route de Pleumeur-Baudou, donc qui est juste ici à côté. Toutes les entrées de champs, toutes les entrées de fermes, toutes les entrées des militaires partout. Alors nous, on demandait à nos parents, c'est la guerre, c'est quoi? Ah non, c'est De Gaulle qui fait une visite, là, qui se promène par là. Ah bon, c'est qui De Gaulle? Ah bon, bref, c'était très impressionnant. Le 19 octobre 1962, le général de Gaulle, président de la République, arrivait à Pleumeur-Baudou. Il inaugurait la station spatiale qui avait reçu les premières images émises de l'Amérique par satellite artificiel. C'est-à-dire que moi j'ai vu des techniciens qui pleuraient, tellement on avait pensé que ça pouvait arriver un jour et que c'était arrivé. Donc on s'est dit, c'est réussi. Enfin, il faut tout de même se dire qu'il y avait eu un nombre d'heures de travail considérable réalisé par tout le monde, que ce soit par les maçons, les mécaniciens. C'était vraiment une œuvre considérable qui se trouvait donc récompensée par cette première image. History is about to be made in the science of communication among men. Technicians in Europe prepare to receive a signal from the orbiting Telstar satellite that opens this new era. This is the first formal exchange of an official transmission. A beaming of the presidential press conference to the continent
where most of Europe can witness democracy at work. The President has these historic words. I understand that part of today's press conference is being relayed by the Telstar communications satellite to viewers across the Atlantic, and this is another indication of the extraordinary world in which we live. This satellite must be high enough to carry messages from both sides of the world, which is of course a very... Le Radome a cessé son activité en 1985. Et à la même époque, au moment où ça a été annoncé, le ministre des Télécommunications de l'époque, Louis Mexando, a annoncé que le Radome ne serait pas démonté, qu'il serait conservé et qu'il serait adjoint à un musée des télécommunications, musée qui a été ouvert 6 ans plus tard, en 1991. En 2006, il est devenu la Cité des Télécoms. Le musée a beaucoup évolué également d'un point de vue de statut, puisqu'il était à l'origine une association et qu'il est devenu une fondation d'entreprise subventionnée en totalité par le groupe Orange. Les premières usines ont été faites en 60, et là aussi, Marzin avait un peu mis ses conditions, c'est-à-dire qu'il a mis un peu le couteau sous la gorge des gens, des sociétés de télécommunications, c'est-à-dire LTT, LMT, bon, Alcatel, qui ne s'appelait pas Alcatel, mais qui était la CGE à l'époque, la Compagnie Générale d'Électricité. Et comme le CNED distribuait beaucoup de contrats d'études, de marchés d'études, qui finançaient des laboratoires de recherche dans ces sociétés privées, Marzin leur a dit carrément, si vous voulez continuer à avoir des marchés d'études, vous avez intérêt à créer une succursale à Lannion. Donc les gens, ils se sont exécutés. Au début, ils traînaient la patte aussi. Hein. Moi, j'avais des rapports aussi avec les industriels, parce que nous aussi, on gérait des marchés d'études d'un point de vue technique. Et on discutait beaucoup avec les industriels, et les industriels, ça ne les faisait pas rire du tout de venir à Lannion créer une succursale. Hein. Ils auraient préféré que ce soit en région parisienne. Hein. Mais ensuite, ils y ont trouvé leur intérêt, parce qu'ils se sont rendus compte très vite que quand ils ont commencé à faire de la fabrication ici, ben, ils avaient ici une main-d'œuvre qui avait un super bon niveau, c'est-à-dire qu'ils embauchaient facilement des câbleuses qui avaient au moins le brevet, parfois même le bac, hein, donc qui avaient un niveau intellectuel bien supérieur à ce qu'ils trouvaient en région parisienne, qui n'avaient pas de tradition syndicale, donc pas de grève, pas d'emmerdement, c'était des gens qui râlaient pas, toujours contents, hein, et puis qui trouvaient que les salaires étaient très bien, parce que travailler en usine ici, c'était plutôt un bon salaire, même par rapport à travailler dans une banque ou dans n'importe quel autre endroit. Donc finalement, les industriels, ils se sont rendus compte que oulala, les chaînes marchaient beaucoup mieux que dans la région parisienne, le rendement était bien meilleur. Donc finalement, ils se sont plutôt frottés les mains, ils y ont trouvé leur compte. Hein. Il y avait beaucoup de femmes qui venaient de coins où ils parlaient que breton. Et donc dans l'entreprise, alors au sein de l'atelier même, ils ne parlaient pas en breton. Hein, ou alors quand il fallait que la collègue à côté soit proche. Mais dès qu'elles allaient aux toilettes, par exemple, c'était en breton. On discutait dans les toilettes en breton. On buvait son café en breton. Moi qui ne suis pas bretonnant, qui suis gallo, hein, ça m'avait un peu surpris au départ. Et puis bon, après, je me suis vite habitué. Mais c'était quand même quelque chose d'assez original. Et en même temps, il y avait à la fois un regard un peu critique sur les gens, les ingénieurs, comme disait ma grand-mère, qui arrivaient, qui regardaient d'un drôle d'œil cette population
très rurale, très bretonne, avec l'accent qui parfois parlait, qui souvent parlait breton. Hein. Le marché de Lannion, c'était en breton. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais et il y avait cette population qui arrivait avec les femmes des ingénieurs, comme disaient ma mère, ma grand-mère et mes tantes, qui étaient un peu hautaines, qui s'habillaient autrement, qui n'imaginaient pas de ne pas pouvoir prendre l'avion. C'était un grand truc, ça, l'avion pour les femmes du CNET. On n'imaginait pas que ça pouvait être les professionnels qui repartaient sur Paris. Et c'était un regard très interrogatif, mais en même temps bienveillant. L'intégration s'est faite parce que je pense que le peuple breton et le peuple de Trégorois est aussi un peuple accueillant. Presque la moitié des nouveaux ingénieurs qui arrivaient étaient déjà de souche bretonne. Pour cela, il n'y avait pas tellement de problèmes. Ils revenaient au pays, ils avaient la chance de revenir au pays travailler. Donc, moi j'en connais personnellement, qui étaient très contents d'être là. Et donc, qui ont été admis aussi de préférence aux autres, sans doute. Et puis les autres, alors, qui n'étaient pas du coin, mais qui trouvaient le pays était joli. Hein. Ceux-là sont allés habiter surtout à Perros-Guirec, à Trégastel, à Tréverdun. Ils vivaient un peu en cercle fermé. Ils avaient la relation entre eux. Les populations qui arrivaient ont peut-être un peu mis de l'eau dans leur vin, comme on dit, pour permettre aussi cette intégration. Le fait aussi d'avoir de l'enseignement supérieur de proximité a permis à des familles plus modestes de pouvoir envisager autre chose, un enseignement supérieur, donc ce qui est important, et d'envisager autre chose. Donc je pense que ça a été une vraie chance pour notre territoire, vraiment. Alors nous aurons fait le triangle, non pas votre triangle Rennes, Lannion, Brest, mais le triangle laboratoire, industrie et université. Pierre Marzin et les pionniers du développement trégorois ont bien vu l'importance de l'enseignement supérieur pour fournir les usines, notamment les télécoms, en emploi stable et qualifié. L'IUT de Lannion a été ouvert en 1970, puis l'antenne des arts et métiers, puis l'école supérieure d'ingénieurs en 1986 pour préparer aux télécoms. Des écoles d'infirmières ont ouvert à Lannion, Guingamp et Morlaix pour les hôpitaux locaux. Moi, j'avais des copains, des copines dont les pères étaient polytechniciens. J'allais chez eux, mais ils venaient aussi chez moi. Pour moi, ça a été une source d'émancipation et pour me permettre de connaître autre chose aussi, que mes parents et mes grands-parents et mon environnement ne pouvaient pas m'apporter puisqu'ils n'avaient pas cette connaissance. Et mes parents et mes grands-parents et la famille autour a aussi accepté ça parce qu'il y aurait pu y avoir une suspicion. Et ça, je trouve que c'était une sacrée chance, quoi. Ce qu'on appelle maintenant une sacrée mixité sociale. Et ça a permis à l'ensemble de la population de grandir. Parce que je pense que les gens de la CNET, de la SNET, comme on disait, ont aussi grandi en prenant un peu de recul par rapport à leur savoir et en s'intégrant ici aussi dans le Trégor. Cette population qui est arrivée à Lannion depuis les années 60 était aussi une population très demandeuse de choses culturelles. Alors il n'y avait pas forcément à Lannion au début des années 60 et encore moins dans ces moments-là, des structures ou des associations. Et c'est comme ça que tous ces ingénieurs qui sont arrivés à Lannion ont créé des clubs, des associations dans le sens culturel. C'est comme ça qu'on a eu des clubs photos qui ont donné après une galerie photographique d'exposition qui a une reconnaissance aujourd'hui nationale. C'est comme ça aussi que des groupes comme Rencontres qui organisaient des concerts, des conférences,
s'est formé autour d'ingénieurs et d'autres populations, et ils ont créé une dynamique, ils ont organisé, et après, la suite, ça a été la création du Carré Magique, c'est une structure pérenne et nationale pour faire la diffusion de spectacles vivants. De tout temps, le Trégor a bénéficié des disponibilités du personnel des entreprises de la zone industrielle, comme Alcatel ou le CNET. Dans les élections municipales, par exemple, on voit dans toutes les communes du Trégor, à chaque élection, il y avait des gens qui venaient, en majorité, des entreprises comme le CNET, parce que le personnel était disponible et puis avait aussi certaines compétences. Moi, je me suis occupé assez vite aussi du ciné-club, et là aussi, il y avait un mélange de population. Puis après, en 68, on a créé le groupe Rencontre, et Rencontre, c'était un peu justement pour essayer de lier un peu, faire un peu du lien entre les deux populations. Donc c'était une des seuls assos où il y avait à la fois des anciens Lagnonnais et des nouveaux Lagnonnais, quoi. C'était à peu près moitié-moitié. La SPTT a eu un grand rôle ici parce que, d'une part, beaucoup de gens qui arrivaient ici avaient envie de faire du sport. Donc, il y avait une structure qui existait, puisque le CNET faisait partie des PTT, c'était la SPTT. Donc, très vite, il s'est installé une section de la SPTT ici, et qui est attaquée sur différents sports. Moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que Marzin avait dit « surtout pas de foot, pour pas emmerder les clubs de foot de la région ». Quittons la zone industrielle pour nous diriger vers le radome de Pleumeur-Baudou et la côte de Granit-Rose. Mais tout ceci est bien sérieux. Ce qui vous intéresse, ce sont aussi les loisirs. Traditionnellement, la téléphonie était caractérisée par 3 traits. La stabilité des processus de production qui étaient quasiment invariants, les gammes de produits qui étaient très courtes et qui étaient limitées, et puis le fait enfin que la demande était assurée par un client principal qui était les pouvoirs publics, qui stabilisait les à-coups de la conjoncture et qui constituait un débouché relativement sûr et privilégié. Tout ça se passait assez bien. Et puis subitement, il y a eu un certain nombre de phénomènes qui ont bouleversé le visage de l'industrie de la téléphonie. Donc quand je suis arrivé à la OIP en 71, on avait déjà presque 1 millier de salariés. C'était la plus grosse coopérative ouvrière au début des années 70. Beaucoup d'électromécanique au démarrage, donc beaucoup de main-d'œuvre. Après un passage à l'électronique, mais un passage je dirais difficile, car ça demandait beaucoup moins de main-d'œuvre. Elle était donc pour partie sous-traitante d'Alcatel. Et donc à la fin des années 70, là il y avait eu un sureffectif, il y a eu donc des décisions à prendre. Alors ce qui était assez particulier dans la coopérative, c'est qu'il y a eu un vote des salariés coopérateurs qui étaient surtout parisiens. Et à cette époque, donc poussée par les télécoms, il y a eu 2 propositions de fait de reprise, une pour Morlaix par Thomson et une par Alcatel sur Guingamp. En 80 est née à Guingamp donc la Sogintel qui a repris une grande partie des salariés de l'époque. La société lagnonnaise d'électronique, qui deviendra par la suite Alcatel, a industrialisé et fait évoluer le produit dérivé du premier central numérique Platon. C'est le système E10. Le système E10 a permis de raccorder 100 millions de lignes fixes et autant de lignes mobiles dans 113 pays différents. Lannion assure la maîtrise du produit, de ses évolutions et des adaptations clients. Tréguier assure la fabrication pendant une période, puis le pilotage des opérations internationales. Au total, plus de 3000 emplois dans les années 1985. Le succès du système E10 n'a cessé de se confirmer depuis la mise en service du premier réseau numérique intégré dans l'ouest de la France.
Grâce à E10, la France se place au premier rang dans le domaine de la commutation temporelle qui couvre maintenant de grandes parties du territoire. Sur le marché mondial des télécommunications, les succès de CIT Alcatel en commutation temporelle sont illustrés par le nombre croissant de pays qui ont adopté E10, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique latine. Le numérique démarre en gros vers les années 66. C'est cette grande époque dirigée par André Pinet qui va aboutir à la création du premier central au monde de commutation numérique, qui aboutira quelques années plus tard à la création en gros d'Alcatel, puisque Alcatel a fait sa fortune sur la commutation numérique à partir en particulier des années 80. La deuxième innovation qui était très proche finalement en termes d'idées, c'est tout ce qui concerne le vocal, avec la création du premier vocodeur au plan mondial, c'est-à-dire un système permettant de sortir des sons numérisés. Des études d'avant-garde sont menées sur la structure même de la parole. Celle-ci est analysée, mise sous forme numérique et reconnue par un calculateur qui la restitue par un vocodeur ou codeur de voix. J'ai acheté un chapeau. À une question posée, le calculateur répond directement par voix synthétisée. Le numéro de votre correspondant a été modifié. Les laboratoires de Lannion ont été les précurseurs, puisqu'on a commencé à travailler sur les fibres optiques en 67-68. On voyait la lumière au bout de 3 mètres, mais il y a eu de tels progrès rapides qu'en 70, on faisait une première liaison numérique à 34 mégabits sur une fibre japonaise, et 1 an plus tard sortaient les fibres à très faible atténuation de Corning Glassworks, et à partir de là, le laboratoire a explosé en quelque sorte, puisqu'on a mis des moyens sur les câbles en particulier, avec Georges Lenoine qui a dirigé l'équipe câble, et Rémi Bouilly qui dirigeait lui toutes les activités système, et on a mis en place des activités optiques qui ont fait la fortune de Lannion. Personne ne le sait aujourd'hui, mais les technologies d'écran plat que vous avez sur vos téléviseurs d'1,50 m sont héritées d'un projet fait en 1981 qui s'appelait le Minitel à écran plat. L'idée, c'était de remplacer le petit écran du Minitel par un écran solide et non plus un tube cathodique. Il a commencé dans un laboratoire dont on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire de leurs travaux, sur le silicium polycristallin sur des plaques de verre. Et puis un jour, l'idée est venue qu'on pourrait faire un transistor dessus. Et à partir de là, il y a toute une mécanique qui s'est enclenchée, et la réalisation du premier écran plat en 1984, qui a permis de faire un véritable Minitel à écran plat. Pour sortir ce prototype, il aura fallu plus de 3 ans de recherche à l'équipe du Centre d'études des télécommunications de Lannion. Actuellement, l'écran fonctionne en noir et blanc, mais d'ici quelques semaines, il affichera la couleur. En outre, on pense d'ores et déjà à étendre son application à la télévision, un domaine où il faudra aussi compter sur la concurrence japonaise. On n'a pas été capable d'en faire un produit industriel français. Le savoir-faire a été transmis dans un premier temps à la Sagem, qui l'a transmis à Philips, qui l'a transmis à Samsung, et c'est comme ça finalement que Samsung a fait fortune sur la base d'une technologie inventée au CNET. Et Jean-Michel, il vient déjeuner? Il n'est pas arrivé au radeau. Bon, j'appelle Plumeur Baudou. All the traffic is good. Bye. Émission TB2, PIR, USA, correct. Bon, la poursuite est bonne, comme ça. Les gens du CNET avaient tendance à vivre un petit peu sur eux-mêmes déjà.
hein, c'est-à-dire que ça se mélangeait pas beaucoup avec la population locale. Et donc, il y avait des activités, même propres au CNET. Il y avait des fêtes qui se faisaient entre gens du CNET. Bon, on se connaissait parce que tout le monde prenait les transports en commun. Il y avait des cars qui amenaient d'un peu partout, qui amenaient au boulot. Donc, il y avait une ambiance très sympa au sein du CNET. On était quand même tous très jeunes, nouveaux embauchés, un peu transplantés dans une région où on connaissait personne, justement. Donc, il y avait une petite vie. Il y avait l'arbre de Noël du CNET. Il y avait, moi, je me rappelle une fois, je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais il y avait eu beaucoup de neige. Ça devait être en 62, 63. Je veux dire, on se faisait des batailles rangées de boules de neige à la sortie du boulot, qui se prolongeaient même dans le car. Enfin, il y avait une ambiance assez rigolote et sympa, quoi. Une ambiance de jeunes aussi, quoi. Hein, qui avait l'impression d'être sur un terrain un peu en train de défricher des choses nouvelles, d'entamer des nouvelles études, de monter. Donc il y avait un enthousiasme, et d'ailleurs ce qui fait que le CNET, le centre de recherche, a sorti aussi pas mal de choses intéressantes. Et au bout d'un certain temps, les gens, quand on allait à Issy-les-Moulineaux, par exemple, on se disait oh, quelle ambiance de vieux croutons, quoi. On se disait oh là là, mais c'est vrai qu'il y avait plein d'ingénieurs qui avaient 45, 50 ans, etc. Et nous, on avait tous, la moyenne d'âge devait être entre 25 et 30 ans. Mettez au lien, sacré babousé. Ou de la zevenavri à la plapote. Oui, en 59, il y a eu un jeune Lagnonnais, Roger Laouénan, qui était fils de paysan, excellent bretonnant, et qui a estimé que tout ce public-là avait besoin de quelque chose, d'une expression culturelle qui lui convienne et qui devait donc être en langue bretonne, d'où la naissance des veillées trégoroises en octobre 1959. J'ai eu le plaisir d'y participer, parce que je n'étais pas toujours là, mais en tant qu'étudiant, c'était un moment où j'étais là. Et ma foi, ça a été absolument effarant pour nous tous, les organisateurs à l'époque, parce qu'il y a eu tellement de monde qui est venu qu'on n'avait pas de place à les recevoir, quoi. Mezud oa ket a orin ar vro amañ, zad zo deus breizuel, deus koste Guitrek, a me vamm zo bet oa etre ploua a Brest, hag in deud amañ vid al labour, vid micher me mamm, a oa chekourez sokial, ben a fin vid gredo deus an dibab lakad ar c'hanon er lasout diouiezek, puis me vamm me meustra an istor formig gant ar brezhoneg, I vamm goz a gomze brezhoneg a oa kebe treuskas et dei, mais setu évidemment je oa guir vid ur bern keren o doa laket o bugale bar skol oa ket an ol a orin deus ar vro, be oa evel just me pas an ol, hag e oa ben a fin istorioù disinvel gant ar brezhoneg vito, marteze abegou disinvel lié vid lakad aneo ar vugale bar skol, mais ben a fin e oa lié seurt d'amzonj ar familloù o ton bar lasoù diouiezek. À un moment donné, au milieu des années 90, quand cette vague est arrivée avec Harry Wank, avec Dana Braz et l'héritage des Celtes, eh bien ces jeunes-là se sont retrouvés au carrefour de ce mouvement et ils étaient prêts. Ils étaient prêts pour que cet alignement des planètes, un petit peu de la musique et de la tradition, se rencontre et fasse cette dynamique vraiment incroyable qui a été entre 1995 et 2002-2003, en tous les cas pour la période la plus forte. Alors évidemment, il y a eu un foyer important au lycée puisque des jeunes du lycée, avec le CPE de l'époque, Hervé Pierres, se sont retrouvés et ont dit bah, « Tiens, on ferait bien quelque chose, on a envie de quelque chose. » Il y a une dynamique au lycée de Lannion. Est-ce qu'elle existe dans les autres lycées de Bretagne? Ça a été l'interrogation de départ de Julien Cornic, Maëla Guareguer, Enora. Et ils ont lancé l'idée un peu forte, un peu incroyable, d'un concours qui rassemblerait les groupes de musique bretonne s'ils existent ailleurs, histoire de se rencontrer. Et la sauce a pris dès 1996, première édition, au mois d'avril à Lannion. Et là, il y a eu 19 groupes venus de plusieurs lycées de Bretagne. D'un seul coup, ça a été quelque chose d'incroyable. Dana Braz est venu comme parrain, il y avait un jury prestigieux de musiciens bretons. Et il y a eu plus de 400 personnes qui ont dansé toute la journée. Et ils n'avaient tellement pas envie de se quitter le soir qu'ils sont revenus un petit peu le lendemain.
Ce mouvement s'est poursuivi plusieurs années avec un succès croissant. Il y a eu jusqu'à 25 groupes différents de présentés. Et beaucoup de musiciens professionnels de la scène aujourd'hui sont issus de ce mouvement-là. Je pense par exemple à Hamon et Martin, qui ont gagné le premier concours et qui sont toujours des références de la scène bretonne aujourd'hui, quoi. Donc on a comme ça toute une génération qui a pu suivre ce mouvement et en faire son métier. Alors ce mouvement se poursuit, il y a eu un petit peu des baisses au tournant des années 2010 parce que le mouvement, effectivement, il y avait des changements de génération, des changements de mode, un peu aussi. Mais aujourd'hui encore, le concours perdure 25 ans après. À travers les siècles, le Trégor est surtout connu pour ses grands intellectuels comme Yves Ellory, Saint-Yves, patron des avocats. On croise d'autres figures comme Ernest Renan, Anatole Lebras, Charles Goffic ou Angela Duval. Et même de nos jours, pour son prix Goncourt de la poésie, Yvon Lemel. Que demandons-nous? Dès le 7 novembre 1989, nous avons formulé notre mot d'ordre en 3 points, qui, il faut le rappeler, sont pour nous indissociables, correspondantes à la réalité et qui n'ont pas changé. Arrêt TGV en gare de Ploerette-Trégor permettant de faire l'aller-retour Paris dans la journée sans changement, l'électrification de la ligne Lannion-Ploerette, des correspondances au service des usagers. On nous oppose que le TGV ne peut s'arrêter partout. Mais le Trégor, ce n'est pas partout et n'importe où. Enfin le voici, le jour J tant attendu, de l'arrivée du premier TGV en gare de Lannion. Et ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont là sur ce quai pour l'accueillir. Et parmi elles, il y a Jean Tazé, sans doute un des plus farouches défenseurs de la ligne de chemin de fer qui s'ouvre désormais sur le XXIe siècle. Les stratégies des firmes peuvent se ramener aujourd'hui à au moins 3 caractéristiques. D'abord, les entreprises ont mené une stratégie de concentration. Elles se sont regroupées de façon à atteindre une certaine taille technique afin de faire face aux frais de production, aux frais de recherche, aux frais de commercialisation. La deuxième stratégie des entreprises, c'est le recentrage, c'est-à-dire qu'elles ont progressivement éliminé tous les métiers qui n'étaient pas leur métier de départ et qu'elles ont en revanche racheté toutes les entreprises qui ailleurs faisaient leur métier, de telle sorte que l'on ait maintenant des groupes très puissants. Et puis la troisième caractéristique stratégique des groupes, c'est bien sûr l'internationalisation. Et cette internationalisation a été provoquée, accélérée par le phénomène récent de la dérégulation. Jusqu'alors, il faut se rappeler qu'il y avait des relations privilégiées entre les pouvoirs publics et leurs fournisseurs de services, tels bien sûr la CGE. Mais tout ceci est en train d'éclater. ITT n'est plus le fournisseur unique et attitré du gouvernement américain. Ericsson n'est plus le fournisseur attitré du gouvernement suédois. Et la CGE est de moins en moins le fournisseur attitré du gouvernement français. Par conséquent, toutes ces entreprises qui ont perdu en quelque sorte leurs clients privilégiés sont obligées de marcher sur l'univers et de retrouver de nouveaux clients. Et pour être sûr de mieux verrouiller leur marché, sont conduits à un certain nombre d'alliances. C'est ainsi que la CGE, pour mieux pénétrer sur le marché américain, s'est unie avec ITT. C'est ainsi qu'ITT, pour mieux pénétrer sur le marché français, s'est unie bien sûr avec la CGE.
Cette grande crise de 1984-1986 qu'effectivement nous avons affrontée dès notre arrivée était due à un changement de technologie. Autant les anciennes technologies qui s'étaient développées pour les centraux téléphoniques faisaient appel à beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de câblage et de la main-d'œuvre qui était d'ailleurs souvent féminine. Ces technologies ont été petit à petit remplacées par l'électronique qui demandait beaucoup moins de main-d'œuvre et par contre beaucoup plus de programmation, donc des profils tout à fait différents. Et effectivement, ce changement de génération, à la fois dans la transmission et dans l'oscillotron téléphonique, a valu au Trégor de perdre environ 1000 emplois industriels entre 1984 et 1986. En plus, la situation devenant très compliquée parce qu'il n'y avait pas de réponse de l'État. Je rappelle qu'en 1984, Alcatel était nationalisé. C'était une entreprise d'État. Mais enfin, c'était vraiment une période très difficile. Et la câblerie de LTT est partie à Dinard quand même. Il y a eu des suppressions d'emplois. Il y a eu quelques entreprises qui ont été créées dans les environs. Novatech, par exemple, qui a été créée à ce moment-là. Mais il y a eu un désastre humain comme très important et une situation très explosive. Ces problèmes sociaux, effectivement, ont entraîné une réaction très très forte de la population qui ont des effets dans plusieurs directions. D'abord, les élus locaux, en particulier via l'Agence de développement industriel du Trégor, se sont quand même pas mal remués pour essayer de faire venir d'autres activités. Donc on a commencé à créer des premières entreprises comme Novatech, par exemple, un des pionniers dans les PME de la région. Ensuite, on a réussi à faire venir une école d'ingénieurs qui existe toujours d'ailleurs, l'ENSAT, donc l'École nationale des technologies et des sciences appliquées. Et également, on a réussi à diversifier un petit peu les activités qui étaient faites dans les entreprises de la zone. Pour autant, on a commencé quand même à perdre de l'emploi dans le Trégor, pas tellement à Lannion, mais beaucoup à Tréguier et autour de nous, à Morlaix et à Guingamp. Au niveau de l'État et au niveau de l'Europe, il y a eu des mesures pour permettre une formation de certains types de salariés pour préparer l'avenir. Et c'est pour ça qu'au sein de LTT, il y a eu des groupes de femmes qui sont partis pendant plusieurs mois en formation. Alors c'était des formations qui correspondaient à des niveaux de 6e, 3e, des CES de Lannion et de ses environs. C'était Lannion, Perros-Guirec et Ploarec. Elles partaient pour suivre une formation. Alors il y avait des maths, du français, de l'anglais, de l'électricité de base et de l'électronique de base. Certaines, le matin, quand elles arrivaient, elles ne partaient pas en même temps que leurs enfants, mais elles arrivaient donc dans le CES, elles retrouvaient leur fils ou leur fille, qui étaient dans des classes correspondantes d'ailleurs. Bon, les ouvrières, c'était des classes autonomes, mais avec des enseignants du CES. Et donc, ils pouvaient retrouver dans la cour de récréation leurs propres enfants. Et faire leurs devoirs le soir ensemble. Et ensuite, on arrive au... Alors, tu vas finir aujourd'hui? Non. Tu vas aujourd'hui? Je vais pas finir. Je vais demander aujourd'hui. Là? Pour Guingamp, donc, qui était également impacté donc, de manière très importante avec sa perte d'un millier d'emplois, on a fait un choix un peu différent, donc un souci de développement de l'agroalimentaire en mettant de la formation, en mettant de la recherche. L'Université catholique de l'Ouest s'est installée à Guingamp en 1993 avec des formations agroalimentaires, nouvelles technologies, environnement et cosmétiques. Les PME correspondantes à ces formations se développent. Et aujourd'hui, sur Guingamp, l'université, c'est 1 millier d'étudiants et aujourd'hui, on est sans doute une des formations leaders en cosmétique au niveau national. Je pars pour demain.
Cette crise de 1996 était essentiellement une crise industrielle, non pas dans les télécoms, mais dans le groupe Alcatel en particulier. Il y a eu beaucoup de concentration. Alcatel a fusionné en 1983 avec Thomson, en 1986-87 avec l'américain ITT, et donc on s'est trouvé avec plusieurs lignes de produits et de la concurrence interne, également avec le besoin de rationaliser nos implantations industrielles. Donc la direction du groupe a décidé de fermer un certain nombre d'usines de fabrication et de les concentrer sur plusieurs sites, par exemple le site de Cherbourg et beaucoup le site de Eu en Normandie. Et la direction industrielle d'Alcatel, à l'époque qui représentait plus de 400 personnes à Lannion, a été très fortement impactée puisqu'il y a eu une décision de fermeture. Mais en 1996, ça a été vraiment le coup de bâton vraiment encore plus dur parce que c'est toute la fabrication qui existait à Lannion, donc tous les petites mains, tous les dames, etc., qui étaient en train de faire des câblages, etc., qui étaient supprimés. C'était 500 emplois qu'Alcatel supprimait. Alors là, c'était un traumatisme qui était tellement fort que toute la Bretagne s'est sentie quand même touchée quelque part. Et du coup, les quatre de 84, là, se sont retrouvés de nouveau avec la CFE-CGC quand même. EFO n'étant pas très présent, il faut bien dire. Et on a réussi de nouveau à se regrouper à ce moment-là et à organiser en novembre, le 23 novembre 1996, la marée humaine, 20 000 personnes à Lannion qui manifestaient non seulement le découragement, mais leur envie d'en découdre, quoi. 20 000 personnes sur un bassin d'emploi de 50 000, c'est comme s'il y avait plus de 2 millions de personnes dans la rue à Paris ce jour-là, quoi. D'abord, les gens d'Alcatel ont décidé de faire un TGV spécial pour aller crier leur mécontentement et leur dégoût à Tsuruk, le patron d'Alcatel de l'époque, l'homme qui disait qu'il n'y avait plus besoin d'usine pour fabriquer quelque chose. L'entreprise sans usine, c'était Tsuruk, vraiment des choses épouvantables, quoi. Et donc, du coup, le TGV à Paris, et dès 2 jours après, les unions locales syndicales se retrouvent entre elles pour dire il faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Et d'où l'idée, à ce moment-là, en janvier, de créer une association spéciale qui, au-delà des syndicats, des unions locales syndicales, puisse essayer d'agir, etc. Et c'est Trégor debout. Le nom a été trouvé assez facilement. Occupons-nous déjà de notre local du Trégor par rapport à Rennes, par rapport à Paris, et après on verra, quoi. Nouvelle mobilisation générale dans le Trégor pour défendre les emplois menacés chez Alcatel. Salariés, syndicats et élus affichent l'unité la plus totale et tous les Trégorois leur emboîtent le pas dans une gigantesque manifestation. Monsieur Tsuruk a été d'une froideur exemplaire. Il a fortement dit ceci. Ils vont développer à Lannion un pôle technologique d'intellectuels et que les autres iraient à la rue. Et qu'il a fait un pari sur la technologie à travers, en se basant sur Lannion. Et donc avec des intellectuels, et qu'il n'a plus besoin de la fabrication de Lannion. C'était irrémédiable. Mais quand même, il dit qu'il va se rapprocher des élus locaux à Lannion pour essayer de mettre en commun des interventions pour obtenir, je ne sais pas quoi, mais pour obtenir que la pilule passe plus facilement, en fin de compte, c'est ça. Le mouvement important de novembre 1996, mais aussi toutes les manifestations qu'il y a eu pendant 3 ans après, ça a permis quand même à la direction de permettre des reclassements, alors même si ce n'était pas toujours très intéressant, mais surtout des départs dans des conditions plus intéressantes. Et nous, en tant que les responsables syndicaux, on s'attachait à rester sur place pour essayer de décrocher le maximum jusqu'au bout. C'est sûr que si on n'avait rien fait, les gens auraient été licenciés purement et simplement. Là, ils ont été licenciés, mais avec quand même des compensations qui ont permis à certaines de s'en sortir
Mais malheureusement, il y en a quand même pas mal qui sont restés sur le carreau et qui se sont retrouvés, moi j'ai l'habitude de dire, dans la mouise. Hein, une fois que l'aide au départ, la prime était terminée, a été consommée, beaucoup se sont retrouvés avec plus rien, et puis au chômage, et souvent dans des dépressions et autres. Nombreux d'entre nous, à Guingamp ou dans la région, vivent des situations dramatiques, sans emploi, RMI, à la mi-temps de leur vie, avec en charge des jeunes qui eux aussi rencontrent d'énormes difficultés pour entrer dans la vie active, et ce malgré des formations et des diplômes. Ça fait 23 ans, je suis rentrée à 18 ans à Alcatel. Je leur ai donné toute ma jeunesse et maintenant ils veulent me mettre dehors. Quand je discute avec les gens, ce qu'ils ne veulent pas et la peur qu'ils ont, c'est la peur des PME. Hein. Oui, c'est vécu comme une insécurité. En ah fait, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que bon, même à Lannion, de toute façon, on a déjà connu ça. Hein. On nous a déjà proposé ça. Et quand tu vois le résultat, c'est vrai que tu peux pas être tranquille, quoi. C'est inimaginable le nombre d'anciens et d'anciennes salariés d'Alcatel que nous pouvons retrouver. Des personnes parties pendant les premiers plans sociaux, toujours à la recherche de quelque chose. Et certaines, je vous assure, sont dans des situations plus que dramatiques. Je dois dire que j'étais contente qu'ils viennent témoigner parce que en fait, j'imaginais pas que qu'on pouvait passer par ce qu'ils ont passé, quoi. Et moi, ça m'a fait peur. Ça m'a donné un coup de savoir par où elles ont passé. Et si ça doit nous arriver la même chose, je dois dire que je ne suis pas prête à ça. Hein. Quand je retrouve des ouvrières, genre quand je fais mes courses par exemple, j'en retrouve de moins en moins maintenant, mais j'en retrouve quand même. Bon, on discute. On était bien quand même à l'usine. C'est ce qui revient. Elle dit, au moins, on était solidaires. Et puis, il y avait le comité d'entreprise. On pouvait partir à la neige. On pouvait bénéficier de la bibliothèque. On pouvait avoir des billets de réduction sur des spectacles. Il y avait toute la vie sociale de l'entreprise qui était importante et qui n'ont pas retrouvé après dans d'autres structures plus petites. À partir de 1985, communes, départements et régions fournissent et obtiennent des aides importantes de l'État et surtout de l'Union européenne. Le Fonds européen de développement régional, ou FEDER, accorde des aides pour les projets nouveaux au titre de la reconversion, comme pour les régions minières en crise. Des projets industriels et des projets de diversification sont cofinancés de cette façon, comme le département Information-Communication de l'EUT de Lannion et les nouvelles antennes universitaires dans tout le Trégor. Le rebond de la photonique est aussi largement financé par l'Europe. À la fin des années 90, donc, il y avait vraiment un très gros savoir-faire sur la zone en matière de photonique. Hein. Alors après, l'histoire dérape peut-être un petit peu. L'État, il y a la libéralisation, il y a l'ouverture de France Télécom qui devient Orange, il y a l'idée qu'on va se désengager des technos qui ont peut-être plus lieu d'être dans le privé que dans le public. Et puis il y a cette volonté d'essaimage des technologies pour créer des start-up. Voilà, c'était à la mode à la fin des années 90. Tout. Je dirais que voilà, c'est quand même l'État qui a créé tout ça, hein, par des investissements qui étaient très bien ciblés d'ailleurs et très bien faits, je pense. Et donc, Lannion a bénéficié de toute cette poussée de l'État français en matière de technologie ici. Des équipements comme le stade d'eau vive et la salle de l'Arche à Triguier sont fortement aidés. Le Fonds social européen vient en aide aux salariés licenciés. C'était vraiment sympa, Alcatel, j'ai bien aimé parce qu'on arrivait le matin à l'heure qu'on voulait, on repartait le soir à l'heure qu'on voulait, il suffisait de pointer, il y avait nos horaires à faire, quoi. Et puis le midi, on mangeait à la cantine d'Alcatel qui était super, quoi. C'était un self, mais mieux que tous les selfs qui existent. Il y avait vraiment énormément de choix. Et puis voilà, donc j'aimais bien Alcatel, mais bon, c'était toujours des contrats. Et moi, je retrouvais toujours du travail, en fait.
J'allais en intérim, j'appelais quelqu'un, est-ce que tu fais un contrat? Dans ce milieu-là, il y avait à l'époque énormément de travail. Donc je ne me suis jamais inscrite à l'NPE, ma feuille jaune elle est toujours chez moi, quoi. Et en fait, quand j'ai voulu me mettre à mon compte, il aurait fallu que j'aurais pu entre deux, voilà, m'inscrire. Si j'avais été inscrite au chômage depuis plus d'1 an, j'aurais eu le droit à l'aide à la création d'entreprise, le dossier ACRE. Et du coup, j'y ai pas eu droit parce que j'étais pas inscrite. Voilà. C'est bien parce qu'on fait ce qu'on veut, non, parce que les clients ils nous attendent, il faut être là. Je veux dire, c'est quand même un boulot, mais c'est très physique. Là, je suis à peine 3 ans de la retraite. J'ai mal partout. Je me fais kiné, épaules, enfin bon. Mis à part ça, c'est sûr que j'aime mon métier. Ouais. Les pré-retraites, c'est un peu plus tard. Hein. C'était l'entreprise qui payait. Et bon, c'est sûr que ça, il y a eu cette possibilité-là, et beaucoup de salariés en ont profité, hein, partir à 53, 54, 55 ans. Et d'ailleurs, ça a continué après pendant très, très longtemps, même si les derniers cas, les conditions étaient moins favorables. Mais c'est sûr que ça a permis à pas mal de gens de partir dans des bonnes conditions de rémunération. Hein. Et puis c'est sûr qu'à 55 ans, on n'est pas encore vieux, puis on peut trouver d'autres activités de bénévolat dans plein d'associations qu'il y a dans le Trégor. Trégor debout, c'est quelque chose qui a été unique. Avoir la population, avoir les élus, avoir des gens extérieurs qui participent. On a eu ATTAC qui était dans Trégor debout. On a eu AC Trégor qui était dans Trégor debout. Enfin, c'est comme des associations qui ne sont pas banales, qui sont pas, disons, habituelles, je dirais, mais qui ont une perception forte et qui ont accepté de travailler avec nous pour aller à Bruxelles. On était reconnus parce qu'on n'était pas des pleureurs. On était là pour construire. Et c'est ça qui était la force de Trégor debout, quelque part. Et la deuxième force de Trégor debout, c'était l'humain. C'était l'humain. Que des syndicalistes, de syndicats qui parfois sont en train de se bagarrer au niveau national, à on savait qui on était. On n'a pas perdu notre personnalité. Hervé Lebars de la CGT, qui était connu, hein, bon. Et moi, CFTC, le cateau de service, quoi. Les cathos, quoi. Mais on n'a jamais eu un mot entre tous les deux, on se connaissait de notre jeunesse. On a créé la Maison des Jeunes de Douarnenez ensemble, tous les deux. Alors, il n'y avait pas de conflit, c'est comme ça que... C'était cette force. Charest, c'est pareil, c'était un géant du syndicalisme dans le Trégor. Nous, on était de Douarnenez, le Bars et moi. Charest était de Lorient. Alain de la Fenne, lui, il était de Saint-Brieuc. Finalement, il n'y avait pas Trégorois dans le lot. Mais nous sommes tous des Trégorois quand même, hein, quelque part. Vive la Bretagne, une ère des bétons, vive les Bretons. Je pense que c'était la riposte évidemment qui s'imposait aujourd'hui, que tous les sites qui sont menacés, que tous les travailleurs d'Alcatel-Lucent qui sont menacés, que ce soit ici en France ou que ce soit dans les autres pays européens, soient tous ensemble, ça c'est formidable je trouve. Cette manifestation est vraiment une très très grande réussite. C'est à vous qu'on la doit. Je pense qu'elle va marquer une étape importante de notre mobilisation. Et je pense que ce n'est pas effectivement quelques cordons de police. J'espère que ce n'est pas déjà la France d'après qui est là-bas. Patricia Russo, ici en compagnie de Serge Turuc. Cette diplômée de grandes écoles américaines prend la direction du groupe Alcatel-Lucent lors de la fusion des deux entités en 2006. Classée au 10e rang des femmes les plus puissantes du monde par le magazine Forbes, elle quitte la présidence du groupe avec une indemnité de près de 6 millions d'euros en 2009, bien qu'au cours de son exercice Alcatel-Lucent ait affiché une perte de 3,5 milliards d'euros et supprimé 16 500 emplois dans le monde. En Belgique, une usine vendue plus de 300 personnes et 140 suppressions d'emplois par ailleurs. Il y a un tout petit centre en Slovaquie et dans son message, donc il nous envoie son soutien,
Ils n'ont pas d'annonce de leur côté, mais ce qu'il m'a dit dans le message, ce qu'il me disait, c'est qu'il voyait de plus en plus de Chinois dans les couloirs et que c'était pas bon signe pour le long terme. Il devrait y avoir une solidarité entre France Télécom, Alcatel, je parle des entreprises, là, au niveau des entreprises, et on voit que France Télécom va acheter des portables en Chine, alors que Alcatel en fabrique en France, en Europe. C'est totalement anormal. Des machines, là, quand nous on voulait pas qu'elles partent, hein, qu'il fallait que j'aille la démonter, la remonter avec deux autres collègues techniciens dans les boîtes d'à côté, à 200 mètres. Hein. Ah oui, oui, oui. On m'a fait le coup avec une boîte en Malaisie aussi. Il y a eu un rebond parce qu'en même temps qu'on supprimait des emplois dans l'industrie sur les centraux téléphoniques, il y avait le déploiement de tout ce qui était la bulle Internet et le numérique, avec donc de gros besoins en optique. Et la région du Trégor a réagi en se serrant les coudes une nouvelle fois et en créant de nouvelles entreprises comme par exemple Highwave ou Alcatel Optronics. Malheureusement, cette bulle optique a explosé elle-même en 2000 ou 2001 parce qu'il y avait surproduction sur le plan mondial. Il y avait eu, je pense que ça remonte au gouvernement Clinton, quelque part, cette idée qu'on allait partir dans l'ultra-communication, qu'il fallait développer des réseaux, des infrastructures. Donc il y a eu de l'argent qui a été injecté dans ce changement de technologie. Une grosse compétition, une libéralisation, donc plein d'acteurs qui se sont mis à investir de façon démesurée. Il y avait aussi de l'épargne qui était disponible, je crois. Il y avait les futures retraites des baby-boomers qui étaient disponibles en masse. Donc tout ça, ça a amorcé une espèce de pompe vers une espèce de frénésie d'investissement dans le domaine des télécoms, quelque part, à base de fibres. Mais bien sûr, on a surinstallé des capacités, alors que finalement l'utilisation n'était pas prête, quelque part. Hein. On demandait aux gens de passer du 56K à la DSL, alors que finalement les contenus n'étaient pas encore disponibles. On n'avait pas encore les Amazon, la vidéo à la demande, rien n'était prêt du côté fournisseur. Donc finalement, il y avait un déséquilibre, je pense, entre les moyens qui étaient installés et les utilisateurs qui n'étaient pas prêts à mettre des quantités d'argent plus importantes dans des abonnements, par exemple, parce qu'il n'y avait finalement pas grand-chose à faire sur Internet. Donc, ça a été dramatique parce que cette bulle, quelque part, elle a explosé de façon assez violente. Et on a eu ce qui s'est appelé derrière l'ère glaciaire des télécoms, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre 5 ans, entre 2000, même plus de 5 ans, je pense, entre 2000, le moment où on a explosé, et puis le moment où la fabrication a recommencé, quelque part, pour écluser toutes ces capacités, cette bande passante qui avait été installée, je dirais, de façon frénétique. En plus, les gouvernements européens, ils ont complètement dérapé. Comme la bulle était tellement importante, il y avait tellement d'argent, de richesse dans les opérateurs télécoms et tout ça, qu'ils ont mis aux enchères les fameuses fréquences. Et alors, il y a eu des sommes incroyables de milliards et milliards que les gouvernements ont récupéré des opérateurs pour leur donner les licences en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc. Et la France était la dernière. La France est arrivée la dernière dans le coup. Bon, et donc les opérateurs ont été asséchés et les fabricants ont été asséchés du point de vue financier. C'est les milliards qui ont circulé. Et donc la bulle a explosé à un moment. Et sur l'Agnon, c'était vraiment un désastre épouvantable. Parce que Algeti, Highwave, qui était à peu près presque à 1000 personnes, qu'ils embauchaient à tour de bras, du jour au lendemain, j'ai un collègue qui était dans une des filiales d'Alcatel de l'époque qui m'a dit, le jour avant, j'avais des instructions de ma direction d'embaucher. Le jour après, Telex, supprimer. Du jour au lendemain, c'était un désastre. 1800 personnes d'emploi de supprimer du jour au lendemain dans le Trégor. En 18 mois, comme ça, étalé un peu sur 18 mois. Aujourd'hui, un peu moins de 2 ans après mon arrivée, après avoir acheté mon appartement et la veille de me passer avec mon compagnon, j'apprends, comme tous mes collègues, que la fin du rêve est annoncée. Nous allons devoir quitter Nokia, quitter notre logement, quitter l'Agnon et ses petits commerces.
C'est la fin de la vie que nous avons commencé à écrire ici, dans le Trégor, car il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Mais alors pourquoi avoir dépensé des milliers et des milliers d'euros par personne dans nos formations de pointe si c'était pour tous nous virer quelques mois plus tard? Personne ne pouvait deviner qu'en fait tout cet argent était jeté par les fenêtres pour ensuite fermer le site de Lannion. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je ne sais plus en quoi je peux croire. Qu'est-ce que nous réserve encore l'avenir? À quoi ressemblera le fameux monde d'après dont tout le monde parle quand il ne restera que quelques emplois dans les grandes villes et que la majorité de nos postes seront partis à l'étranger? Mais nous devons garder espoir et nous battre pour dire non à cette injustice. S'il reste une chance de sauver nos emplois et notre vie dans le Trégor, nous devons la saisir maintenant car demain, ce sera trop tard. Il y a un an, on nous annonçait le plan social Nokia qui visait la suppression de 400 emplois sur le territoire. Mais on s'est réunis autour de la table pour travailler à un plan de rebond. Et donc, piloté par la Technopole Anticipa, on a réuni l'Agnon Trégor Communauté, la région Bretagne, le pôle de compétitivité Images Réseau, l'IRT Bicom ou encore Bretagne Développement Innovation. Et on s'est appuyé sur les compétences licenciées dans le cadre de ce plan social Nokia pour attirer de nouvelles entreprises. Et j'ai été relativement surpris et agréablement surpris même quand j'ai vu une déclaration très récente du responsable CFDT de Nokia qui prenait à peu près les mêmes propos que Georges Nouane dans la presse en disant Nokia finalement il y a 0 emploi ou presque 0 emploi de perdu, tout le monde a été reconverti parce qu'on a pris les affaires en main. Donc je trouve que c'est un peu cet esprit. Donc, je pense que c'est un esprit trégorois en fait, ou breton même d'une manière générale. On se bat, on sait se battre. Et puis derrière, il y a une normalisation et l'industrie a redécollé normalement. Et puis bien sûr, les fabricants, le contenu et notre utilisation d'Internet a été drastiquement modifiée. Et donc là, maintenant, on est dans un besoin de bande passante à nouveau de plus en plus important pour faire face, y compris en période Covid, à tous ces échanges de données qui sont de plus en plus importants. La fibre télécom que vous allez pouvoir avoir par exemple chez vous pour avoir de l'internet rapide va être une fibre, on va dire très très classique, bas coût, qui est faite en grande quantité souvent en Asie. Nous, on va être plutôt sur de la fibre sur mesure très spéciale qui va servir pour d'autres applications comme la santé, le laser industriel, l'environnement, etc. Ce qui est particulier, c'est finalement la concentration d'entreprises photoniques dans une ville qui reste relativement petite par rapport à des villes comme Paris, Bordeaux ou Shanghai. Et c'est vrai que cet écosystème très concentré donc provient en effet de l'histoire avec tout ce qui a été développé au moment du CNET qui est devenu Orange Labs. Donc il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont créées dans les années 2000. La photonique au niveau européen, au niveau mondial, c'est quelque chose qui croît au rythme de une dizaine, quinzaine de % par an. Et je pense que tous les domaines ne peuvent pas en dire autant. C'est vraiment un domaine de remplacement, de technologie de remplacement. Donc on assiste vraiment à une transformation de l'industrie grâce à la photonique. On a notre mot à dire dans ce domaine. Une transmutation. Entre 2003 et 2021, les grands groupes voient leurs effectifs se réduire. Certaines de ces institutions changent même de cœur de métier. Ainsi, les emplois passent de 3 561 à 2 260 en 18 ans. Dans le même laps de temps, ce sont les très petites et moyennes entreprises du privé qui prennent le relais. Elles vont absorber une main-d'œuvre qualifiée ou pas et porter le nombre des postes pourvus à 3 120, redressant ainsi la barre de l'emploi dans le secteur.
Aujourd'hui, les entreprises, quand elles ont un projet d'implantation, ce qu'elles regardent avant tout, c'est est-ce que je vais réussir à recruter, est-ce que j'ai les compétences disponibles sur un territoire avant de m'y implanter. Et donc, les atouts que l'on met en avant sur un territoire comme Lannion, c'est évidemment son école d'ingénieurs avec l'ENSAT, l'IUT également, qui est un atout extrêmement important. Ce qu'il faut démontrer à des entreprises qui recherchent une implantation, c'est comment est-ce qu'elle va réussir à recruter les talents dont elle aura besoin pour se développer. L'atout que l'on met également en avant, c'est vraiment un territoire d'expertise, un territoire de savoir-faire, un territoire qui ne s'est pas construit hier, mais qui s'est construit avec le temps. Donc on met en avant nos 60 ans d'histoire dans le domaine des télécoms et notre capacité à toujours innover. Des premières retransmissions outre-Atlantique, on a créé et participé à l'invention du Minitel. Et puis aujourd'hui, on est positionné et très très bien positionné dans le domaine de l'innovation autour de la 5G ou de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, ce qui caractérise la Cité des Télécoms, c'est d'être un centre culturel et d'animation scientifique qui est ouvert quasiment toute l'année. Nous ne fermons qu'en janvier. Nous recevons du grand public 6 mois par an, plus pendant toutes les vacances scolaires, et sur réservation, le reste de l'année, des groupes. Et notre vraie fierté aujourd'hui, c'est d'être à date le plus grand centre culturel d'Europe, spécifiquement dédié aux télécoms et au numérique. Ah bonjour. Alors, les câbles, télégraphiques, téléphoniques, la fibre optique, tout ça, c'est bien pratique. Je suis arrivée en France en 2010 pour poursuivre mes études en ingénierie et donc j'ai eu mon diplôme d'ingénierie en 2012. Et à cette époque-là, je cherchais du boulot entre le Maroc et la France. Et la première entreprise qui m'avait répondu à l'époque, c'était Alcatel-Lucent à Lannion. Et au final, d'une année à l'autre, je commence à prendre plaisir, à m'installer et à prendre goût à la vie lannionnnaise. Et ce qui fait que maintenant, je suis ici depuis plus de 8 ans. À Lannion. Donc finalement, l'année ou 2 ans d'expérience, on finit par devenir 8 et par s'installer et l'idée de rentrer au Maroc et repousser à une date non déterminée. C'est vrai qu'on sent chez les Bretons une certaine fierté de leur appartenance à leur région. Et ça passe par leur amour à la cuisine bretonne, au symbole breton, à la région bretonne. Les Bretons, ils aiment bien les crêpes galettes, le beurre salé, il est toujours mis sur la table. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les Berbères marocains. Eux aussi, ils ont cette fierté de leur propre identité et les détails de cette identité-là. Mais cette spécificité-là, je la comprends du moment que je l'ai vécue dans l'autre sens. Mais n'a jamais été une barrière pour s'intégrer ou pour aller vers l'autre et que l'autre vienne vers moi, quoi. De toute façon, l'électronique est inséparable désormais du destin de Lannion, quoi. Sans l'électronique, Lannion n'est plus rien. Ça aurait pu ne pas se faire, hein. L'électronique dans ce terreau de Lannion, où Marzin a eu le mérite de l'implanter, a pris racine, quoi. Et devient maintenant incontournable. Incontournable, et je crois que c'est reconnu non seulement en France, mais internationalement. Dans ce cadre marin breton, nous sommes convaincus que nos ingénieurs travailleront dans un esprit beaucoup plus neuf. Ils feront des inventions dans une tranquillité qui n'ont pas à Paris.
est arrivé premier. Il a gagné. Comme tous les gens. Je pars pour de Hier, j'étais bête et méchant. Elle est partie ce matin, je suppose. Hélène est contente. J'ai accepté.